Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Cet épisode porte sur Haïti afin de briser la représentation extrêmement négative qui circule dans la plupart des médias. Est-ce que cette représentation est fidèle à la réalité, légitime, équilibrée? Vous allez juger par vous-même à la fin de l'épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai des informations importantes à vous communiquer. La première, c'est que lorsque vous laissez dérouler les publicités entièrement, ça rapporte un petit revenu à la chaîne, ce qui va me permettre d'imprimer le premier livre Grandeur Noire qui est terminé. La deuxième information, il va me falloir changer mon matériel d'enregistrement. Donc je vous demande encore un peu de patience pour pouvoir profiter d'un son de meilleure qualité. La troisième et dernière information, il s'agit du lancement d'une cagnotte pour pouvoir financer un documentaire intitulé « L'Afrique qu'on ne vous montre pas ». Je vous demande d'aller faire un tour sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos pour en savoir un peu plus sur le documentaire que je prépare, l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Maintenant, place au sujet du jour, la vérité sur Haïti. Alors le 1er janvier 2019, ça a fait très exactement 215 ans que Haïti a obtenu son indépendance. Malgré que cette émancipation ait été obtenue grâce à une prouesse extraordinaire, la population haïtienne n'a jamais pu vraiment profiter de ce triomphe puisque depuis, elle subit un sabotage incessant qui prend des formes de plus en plus variées. Et le premier de ces sabotages a été mené par Napoléon Bonaparte, qui a imposé à la nation haïtienne une dette colossale, mais surtout totalement injuste. Ceci dans l'unique but de se venger de l'humiliation d'avoir été vaincu par des Noirs moins armés et moins bien formés que son armée qui était réputée être la plus puissante à cette époque. J'y reviendrai en détail dans un instant. Sachez d'abord qu'avant son indépendance, Haïti était considérée comme la colonie française la plus riche et la plus prestigieuse. Elle était d'ailleurs surnommée la perle des Antilles. Haïti était véritablement le joyau de la France. Et cette grande considération n'était pas uniquement due au paysage resplendissant dont regorge cette île. Cette grande estime venait surtout de la richesse économique d'Haïti. Seulement à partir du 1er janvier 1804, jour où Haïti s'est libéré du colonialisme français, eh bien le gouvernement haïtien a dû verser des sommes astronomiques au gouvernement français pendant 125 ans. La dette qu'Haïti a remboursée a été créée de toutes pièces sur la base que les Africains qui avaient été arrachés à leur continent, arrachés à leur famille, arrachés à leur identité, leur culture, leur langue et qui ont été déportés à Haïti pour y être exploités pendant 300 ans, eh bien l'État français a décidé que les victimes devaient payer une somme astronomique à leurs bourreaux pour avoir le droit de ne plus être torturés, mutilés, violés, séparés ou exécutés. Cette dette a finalement pris fin, mais pas avant d'avoir complètement siphonné l'économie florissante qui existait à Haïti. Pour revenir sur l'origine de cette dette, c'est-à-dire l'émancipation du peuple haïtien, il faut s'attarder quelques instants sur un événement fondamental. Il s'agit de la bataille de Vertières. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et pour cause, ce n'est pas enseigné à l'école, ce n'est pas relayé dans les médias. Pourtant, ça fait partie de l'histoire de Napoléon autant que la bataille de Waterloo. Sauf que la bataille de Waterloo, ce sont des Blancs qui ont écrasé Napoléon. Donc on pouvait se permettre d'en parler. Là, la bataille de Vertières, ce sont des Noirs qui ont mis une raclée inoubliable au despote français Napoléon Bonaparte. Cette raclée a été tellement magistrale que Napoléon Bonaparte, qui avait énormément investi dans cette guerre, a dû vendre la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour pouvoir récupérer des fonds et se refaire une santé financière. C'est-à-dire que la guerre que menait Napoléon contre Haïti a duré plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il a dû payer des soldats supplémentaires en renfort, envoyer de nombreux bateaux depuis la France, acheter une artillerie de plus en plus lourde et tout ça a ruiné les caisses de son État. Donc pour se refaire une santé financière, Napoléon Bonaparte s'est vu obligé de renoncer à la Louisiane qui jusque-là était française.
Pour bien vous faire comprendre à quel point Napoléon a eu la rage contre les Haïtiens, la Louisiane qu'il a vendue en 1803 n'est pas le simple État que l'on voit aujourd'hui. Il y avait une partie du Missouri, une partie de l'Arkansas, une partie du Mississippi, une partie de l'Iowa, une partie du Minnesota, des portions du Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska en entier, plusieurs parties du Nouveau-Mexique, une partie du Texas, une partie de l'Oklahoma, le Kansas en entier, des portions du Montana, du Wyoming, une partie du Colorado. Et c'était tellement immense qu'il y avait même des régions qui appartiennent aujourd'hui au Canada, comme le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta. En tout, ce sont plus de 2 millions de kilomètres carrés auxquels Napoléon Bonaparte a dû renoncer pour pouvoir renflouer les caisses de son empire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis doivent 22% de leur territoire, c'est-à-dire tout l'espace qui a été cédé par Napoléon, au peuple haïtien. Parce que, si les Haïtiens ne s'étaient pas rebellés, Napoléon n'aurait jamais eu à faire la guerre et n'aurait pas perdu autant d'argent, il n'aurait pas eu à vendre ses territoires. 2, si le peuple haïtien avait perdu cette rébellion, Napoléon aurait pu continuer à profiter de l'économie haïtienne et donc il n'aurait pas eu besoin de vendre la Louisiane. Et ceci n'est qu'un seul exemple des nombreux impacts géopolitiques qui ont été entraînés par la victoire du peuple haïtien. Pour en revenir à la bataille de Vertières, elle a eu lieu le 18 novembre 1803. Alors c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de l'épisode, mais je ne m'en lasse pas. Les Haïtiens ont écrasé l'armée de Napoléon le 18 novembre 1803. Alors désormais, marquez dans votre agenda électronique, sur votre calendrier, mettez un petit mémo sur votre frigidaire. Chaque 18 novembre, où que vous soyez dans le monde, peu importe l'activité que vous avez ce jour-là, peu importe le jour de la semaine, vous devez célébrer, commémorer la première victoire d'un peuple noir sur la domination européenne depuis que le peuple noir avait été mis en esclavage partout dans le monde. Donc le 18 novembre 1803, ce n'est pas uniquement une date qui concerne Haïti, c'est une date qui concerne le continent africain et toute la diaspora noire. C'est la date où tous les autres peuples du monde ont compris que oui, il est possible de se sortir de l'esclavage par soi-même et oui, il est possible de reprendre son destin en main. L'oppression et la domination ne sont pas une fatalité. Pour les Africains et la diaspora noire, le 18 novembre est un symbole de résistance, de réussite, de triomphe, de puissance, de détermination, de courage, de coopération, d'unité et d'émancipation. Il est très important de faire connaître ce triomphe historique aux générations qui arrivent pour qu'elles puissent comprendre que même si l'adversaire est mieux équipé et plus nombreux, il est possible de le vaincre. Et il faut que, contrairement à nous, nos enfants et nos petits-enfants apprennent à commémorer le triomphe et la victoire et non commémorer des situations de faiblesse, de souffrance et de soumission. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une statue d'esclave ou de chaîne qui est commémorée, eh bien ce qui est commémoré, c'est la situation de faiblesse. Je n'ai jamais vu aucune civilisation ni aucune société insister sur ces échecs et valoriser les périodes où cette société ou cette civilisation a été vaincue avec des statues, des musées, des films, des séries, des livres, etc. Oui, il faut connaître cette partie de l'histoire, mais la valoriser, non, ça suffit. Bref, j'arrête mes digressions et j'en reviens à la bataille de Vertières. Alors on entend beaucoup parler de Toussaint Louverture puisque c'est lui qui a soulevé le peuple haïtien, c'est lui qui a dirigé les troupes de guerriers et guerrières haïtiens et haïtiennes, et c'est également lui qui est entré en négociation avec l'État français. Cependant, un autre homme a joué un rôle extrêmement important dans la libération de la nation haïtienne. Il s'agit de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines est l'ingénieux stratège qui a infligé la défaite humiliante à Napoléon. Ce qu'il faut bien comprendre avec le contexte de la bataille de Vertières et plus globalement avec le contexte de la révolution haïtienne, c'est que l'esclavage avait été aboli par la France en 1794. Mais entre-temps, Napoléon Bonaparte va arriver au pouvoir et surtout, il va faire la connaissance de Joséphine de Beauharnais, se marier avec elle et se laisser convaincre par elle qu'il faut rétablir l'esclavage. Pourquoi Joséphine de Beauharnais souhaite rétablir l'esclavage?
Eh bien parce que Joséphine de Beauharnais est une béquée de Martinique. Sa famille possède des terres, sa famille possédait des esclaves et l'abolition de l'esclavage en 1794 a provoqué la faillite d'énormément de familles béquées. À cette époque, les béquets ne sont autres que les colons français venus s'installer sur les îles Martinique, Guadeloupe, qui ont acheté des Africains et qui les ont exploités en tant qu'esclaves. Et Joséphine de Beauharnais, fille d'esclavagistes, a fait son petit chemin jusque dans le lit de Napoléon. Elle a réussi à se marier à Napoléon et maintenant, elle fait valoir les intérêts des béquets grâce à sa place privilégiée aux côtés de Napoléon. Du coup, les béquets qui s'enrichissaient par rapport à l'esclavage ont besoin nécessairement du rétablissement de l'esclavage pour éviter la perdition financière et surtout pour continuer de s'enrichir. Donc Napoléon finit par céder à sa femme et il décide de rétablir l'esclavage à Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans toutes les colonies françaises. Sauf que les Haïtiens ont dit « pas ici, pas ici !» C'est donc ce contexte qu'il faut connaître pour comprendre qu'en 1802, quand la nouvelle est arrivée à Haïti, comme quoi les Noirs, qui représentaient l'écrasante majorité de la population de l'île, devaient quitter leur petite case, quitter leur jardin agricole. Lorsque les Noirs ont compris que leur famille allait de nouveau être séparée avec la maman dans cette plantation, un enfant dans celle-là, un autre enfant dans celle-là, le mari par ici et la grand-mère à l'autre bout de l'île, quand les Noirs d'Haïti ont compris que les coups de fouet, les viols, les tortures, les mutilations, les exécutions et tous les sévices de l'esclavage allaient revenir dans leur vie, bien évidemment qu'après 8 ans de liberté, ils ont préféré mourir en résistant plutôt que de retourner dans ce cauchemar. Du coup, il n'a pas été difficile pour Toussaint Louverture de lever tout le peuple haïtien en tant qu'armée. Et quand je dis tout le peuple haïtien, ça veut dire les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes. Le refus a été total et catégorique de la part du peuple haïtien de retourner dans l'esclavage, donc une grande guerre a éclaté entre les troupes de Napoléon Bonaparte et les troupes de Toussaint Louverture. Napoléon Bonaparte, qui avait sous-estimé le peuple haïtien au départ, a envoyé juste quelques troupes histoire de mater les fortes têtes. Il ne s'était pas imaginé qu'il n'avait pas affaire à 10 ou 100 ou 300 rebelles, mais à des centaines de milliers de guerriers irréductibles qui étaient extrêmement dangereux parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Du coup, au bout de quelques mois de bataille où il constate que la résistance est vraiment sérieuse, Napoléon commence à se mettre au niveau et donc il envoie le général Rochambeau. Alors comment vous expliquer la personnalité de Rochambeau? Vous prenez Dark Vador, Voldemort, l'agent Smith de Matrix, vous mettez dans un shaker et vous avez la personnalité sadique, cruelle et raciste de Rochambeau. C'est-à-dire que cet homme est l'incarnation du mal sur Terre. Cet homme est l'essence de ce que vous pouvez appeler Satan. Ce monsieur, lorsqu'il est venu faire la guerre à Haïti et qu'il capturait des Noirs vivants, il jetait ces hommes ou ces femmes ou ces enfants dans des cales de bateaux où il y avait des chiens qui étaient entraînés à manger les êtres humains, des chiens qui étaient affamés pendant plusieurs jours, de sorte que lorsqu'ils jettent les personnes, elles se fassent déchiqueter vivantes. Voilà le genre d'activité auquel se consacrait cet individu. Et sachez qu'en Guyane française, l'aéroport a porté le nom de Rochambeau pendant je ne sais combien de décennies. Pour en revenir à la bataille de Vertières, Rochambeau a été envoyé en renfort à Haïti et le 18 novembre 1803, Rochambeau affronte les troupes déterminées de Jean-Jacques Dessalines. La bataille dure 12 heures consécutives. Bien évidemment, Rochambeau est venu avec toute son assurance française puisque jusque-là, l'armée de Napoléon n'avait jamais subi aucun échec et portait la réputation d'être l'armée la plus puissante du monde. C'était en effet la mieux équipée avec une artillerie extrêmement sophistiquée. Laissez-moi vous dire que le peuple haïtien ne fut nullement impressionné ni par la réputation de l'armée de Napoléon, ni par les canons qui scintillaient de 1000 feux au soleil, ni même par les uniformes majestueux des soldats. Et pour cause, le peuple haïtien avait sa spiritualité. Il faut bien comprendre que si Haïti a obtenu cette victoire, alors qu'il y a eu d'autres révoltes partout où les Noirs ont subi l'oppression, notamment en Guadeloupe au même moment avec Solitude, Louis Delgrès, Joseph Ignace, si Haïti a réussi de façon aussi triomphale, c'est parce que le peuple haïtien est passé
par la spiritualité. L'une des particularités du peuple haïtien, c'est qu'il est resté extrêmement proche, extrêmement lié à ses traditions ancestrales et notamment à sa spiritualité d'origine, le vaudou. Et c'est avec cette force mentale obtenue grâce à la spiritualité que les troupes de Jean-Jacques Dessalines ne se sont pas laissés impressionner ou décourager et qu'ils ont écrasé 55 000 des 70 000 soldats qui avaient été envoyés par Napoléon. C'est tout à fait prodigieux. Donc imaginez-vous que déjà le fait d'être vaincu, Napoléon ne connaissait pas, il n'a pas compris ce qui lui arrivait, Rochambeau non plus. Mais en plus d'être vaincu par des personnes qu'il croyait être inférieures intellectuellement, qui n'avaient pas reçu de formation technique pour manipuler les armes, et en plus des troupes qui contenaient des femmes. Alors autant vous dire que là, ça a été insupportable pour Napoléon. Du coup, la bataille de Vertières a été rayée de l'histoire de France. Interdiction de mentionner cet événement dans les manuels scolaires, dans les livres d'histoire ou même dans les conversations de salon. D'ailleurs, faites l'expérience. Essayez de trouver un seul reportage, documentaire, film ou livre qui relate la biographie de Napoléon Bonaparte et qui parle de cette bataille de Vertières. Essayez de trouver ça. Il n'y a pas, c'est tabou. Il est quand même mauvais perdant, ce petit Napopo. Je ne devrais pas dire petit, c'est de la discrimination puisqu'il était vraiment petit. Bref, je vais couper ça au montage. Vous comprenez pourquoi vous devez profiter de chaque 18 novembre pour raconter vous-même à vos enfants et petits-enfants la bataille de Vertières. Eh bien, tout simplement parce que ça n'apparaîtra jamais dans les programmes scolaires et que leurs profs d'histoire géo n'aborderont jamais la question. De toute façon, notre histoire ne pourra jamais être mieux racontée que par nous-mêmes. Alors, avant de conclure avec cette bataille de Vertières, je l'ai déjà dit dans l'épisode, mais je tiens à insister, les femmes haïtiennes ont participé à la Révolution avec la même importance et la même intensité que les hommes. Parmi celles qui ont exercé leur talent de stratège avec pugnacité, on peut citer Dédé Basile, Claire Heureuse qui était l'épouse de Jean-Jacques Dessalines, ou encore Sanité Belair. Sachez que Sanité Belair est devenue très haut gradée dans l'armée de Toussaint Louverture, puisqu'elle a triomphé dans toutes les batailles qu'elle a menées contre les Français. Son courage et son efficacité sont d'ailleurs honorés par le gouvernement et le peuple haïtien, puisque son portrait apparaît sur le billet de 10 gourdes. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la vaillance et l'audace des femmes haïtiennes, je vous recommande le livre de Winnie Hugo, Femmes haïtiennes, 60 parcours d'exception. Winnie Hugo est une avocate haïtienne qui vit à Haïti. Madame Hugo n'est pas seulement écrivaine et avocate, elle est également une journaliste d'investigation, chroniqueuse à la radio-télé Kiskeya. Elle a travaillé comme juriste pour l'Organisation des Nations Unies et c'est également une reine de beauté en tant que première dauphine de l'élection Miss Anaïs. Autant vous dire qu'avec un parcours aussi riche, vous gagnerez à lire son œuvre. Pour conclure sur la bataille de Vertières, vous comprenez maintenant pourquoi elle a eu une importance cruciale dans le déroulement des événements qui ont suivi. Du côté haïtien, les troupes ont pris la confiance puisqu'en 12 heures seulement, elles ont réussi à vaincre l'armée la plus puissante du monde. Du côté français, en revanche, le moral a été complètement déstabilisé. Imaginez-vous que 55 000 soldats ne sont pas revenus sur les 70 000 envoyés. Et parmi le peu qui avaient survécu, beaucoup étaient gravement blessés et ne pouvaient pas continuer la guerre. Napoléon lui-même a été ébranlé et ce premier échec a certainement dû jouer dans le fait qu'il commence à lâcher prise sur Haïti puisque la bataille a eu lieu le 18 novembre 1803 et le 1er janvier 1804, Haïti est libre. Donc en quelques semaines seulement, Napoléon se désengage. On peut donc considérer que l'indépendance de la nation haïtienne découle directement de la bataille de Vertières du 18 novembre 1803 et indirectement des talents de stratège de Jean-Jacques Dessalines. Le peuple haïtien a montré l'exemple aux Noirs du monde entier et il est devenu le point de départ de toutes les autres émancipations puisque tous les regards de personnes noires se sont tournés vers Haïti pour s'inspirer de son triomphe et croire eux aussi que la libération est possible. Le peuple haïtien nous montre également un autre exemple depuis 1953, c'est celui de commémorer la victoire, le triomphe, la force et la puissance, et non pas les situations de faiblesse. Donc ils ont érigé un monument majestueux à la gloire de la bataille de Vertières. Ce monument représente 6 héros, 4 hommes et 2 femmes,
Donc une fois encore, les Haïtiens incluent les femmes dans leur récit historique. Si vous comptez visiter Haïti prochainement, ce monument se situe à la sortie du Cap sur la route nationale 1. Pour en revenir au sabotage de Haïti, on a compris l'origine du sabotage économique, c'est-à-dire la dette imposée par le mauvais perdant Napoléon. Il existe maintenant un sabotage beaucoup plus récent qui est le sabotage médiatique. Ce sabotage a pour effet d'empêcher le développement touristique de Haïti. Or, ce tourisme aurait été une manne extrêmement importante pour le gouvernement haïtien. On comprend l'importance de l'image médiatique pour le tourisme d'un pays lorsqu'on compare le tourisme à Saint-Domingue. Saint-Domingue et Haïti partagent le même territoire. C'est la même île qui a été séparée en deux de façon arbitraire. Originellement, les Amérindiens peuplaient cette île sans se préoccuper d'une quelconque démarcation. Cette démarcation est arrivée au moment où les Européens se sont partagés les colonies, à savoir Saint-Domingue pour les colons espagnols et Haïti pour les colons français. Et bien sur cette même île, qui possède des plages paradisiaques à Saint-Domingue et à Haïti, qui possède des rivières magnifiques à Saint-Domingue et à Haïti, qui possède des grottes fantastiques à Saint-Domingue et à Haïti, bref, qui possède le même potentiel touristique, eh bien on observe que Saint-Domingue vit énormément du tourisme, alors que Haïti a une attraction touristique extrêmement faible. Et ça s'explique par le fait que dans les médias extérieurs à Haïti, les reportages, documentaires et discours politiques n'insistent que sur les aspects négatifs de cette nation. La pauvreté, la criminalité comme les kidnappings, la spiritualité haïtienne qui est complètement diabolisée, et les catastrophes climatiques qui s'enchaînent. Voilà les seules représentations qui sont offertes au public mondial concernant l'île d'Haïti. La surmédiatisation des catastrophes climatiques fait croire qu'Haïti est maudite et en parallèle, la diabolisation du vaudou fait croire que le peuple haïtien mérite cette malédiction. Haïti est la seule région de la Caraïbe avec laquelle on fait un lien entre les catastrophes climatiques et leur spiritualité. Ce lien n'est pas anodin, il n'est pas arrivé là comme ça dans l'esprit des gens. C'est toute une propagande à travers les films, les séries, les romans qui ont présenté le vaudou comme étant diabolique, comme étant de la sorcellerie, avec des clichés parfois inventés de toutes pièces, que Hollywood et les supports médiatiques occidentaux ont recouvert la spiritualité du vaudou d'une perception extrêmement négative. C'est-à-dire que sans même connaître, sans même s'être intéressé véritablement à ce qu'est le vaudou, chacun a une opinion très négative de cette spiritualité. Chacun craint cette spiritualité et chacun accuse cette spiritualité de causer des dégâts. En réalité, si vous aviez pris le temps d'aller au-delà de l'écran de fumée qu'on met devant vos yeux et que vous vous étiez renseigné dignement, eh bien vous auriez compris les valeurs du vaudou sont l'amour, l'harmonie avec la nature et le respect de la vie. Et prendre les quelques cas de personnes qui utilisent une pratique et des connaissances à mauvais escient et en faire une généralité est tout aussi malhonnête intellectuellement que de prendre les nombreux cas de prêtres pédophiles et de faire une généralité du type « la religion catholique est une religion de pédophiles ». Associer la pédophilie à toute une religion, à des millions de pratiquants qui exercent correctement dans l'honnêteté n'est pas acceptable. C'est la même chose avec le vaudou ou avec n'importe quelle autre situation. La connaissance et la pratique est-elle un marteau? Vous choisissez avec le marteau de construire ou de détruire, mais le marteau est dans vos mains. Ce n'est pas le marteau le problème, c'est ce que vous en faites. Aujourd'hui, ce n'est plus excusable de rester ignorant puisque c'est un choix. Il y a suffisamment d'outils gratuits pour que vous puissiez vous renseigner sur la spiritualité du vaudou avant de porter un quelconque jugement. Juste en quelques mots, sachez que le vaudou est originaire du royaume du Dahomey en Afrique. Et sachez que ce sont 50 millions de personnes qui sont recensées dans le monde comme pratiquant le vaudou. Et ces 50 millions de pratiquants sont répandus partout dans le monde. Au Togo et au Bénin, évidemment, puisque c'est la région source, mais également au Maroc, en Allemagne, au Canada, au Mexique, à Cuba, en Louisiane, et au Brésil. Et là, je n'ai donné que les régions qui recensent un fort taux de pratiquants. Le cliché des réunions secrètes dans des endroits lugubres
vient de l'interdiction de pratiquer pendant les 300 ans d'esclavage. Il fallait donc que les Africains se cachent pour pouvoir pratiquer leur spiritualité sans se faire exécuter. Et au-delà de l'aspect religieux, le vaudou est un art. Il inclut des danses, des chants, des percussions, une iconographie très riche, notamment l'élaboration des vévés au sol. Chaque vévé représente une divinité du vaudou et doit être tracé au sol en une fois sans relever la main. Ces marquages sont faits avec de la farine de maïs ou avec des cendres. La réalisation des vévés est très complexe et nécessite une grande expertise. Ce n'est pas fait par n'importe qui. Ce sont les maîtres spirituels, soit les prêtresses appelées mambo, soit les prêtres appelés ougans, qui ont l'autorité de pratiquer certains rituels comme le traçage des vévés. Exactement comme le fait que chez les catholiques, c'est le prêtre qui fait certains sacrements. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une spiritualité porteuse de valeurs positives. Ces valeurs positives peuvent être détournées par un petit nombre, mais ne laissons plus ce petit nombre devenir représentatif de tous les mambos, de tous les ougans et de tous les pratiquants du vaudou. Le vaudou est justement ce qui a donné la force mentale au peuple haïtien de croire en sa victoire et d'agir de façon à réaliser cette victoire. Il était donc crucial pour la France et de façon générale pour l'Occident de détruire la spiritualité des Haïtiens, donc de détruire leur force mentale. Et cette destruction passe par la propagande qui diabolise leur spiritualité, de façon à ce qu'il n'y ait pas davantage de personnes qui y adhèrent, et donc davantage de personnes qui gagnent en force mentale et qui puissent résister à l'oppression occidentale. J'en reviens au matraquage médiatique qui montre Haïti comme étant extrêmement pauvre et avec une grande criminalité. Alors tout est une question de perspective. Parce que si on observe le taux de personnes tuées à Haïti à cause de la criminalité ou bien kidnappées pour de l'argent, par rapport au ratio de la population entière, c'est infiniment dérisoire par rapport au taux de criminalité de villes comme New York, Chicago, Marseille ou encore Paris. Clairement, s'il fallait se baser sur la criminalité d'un pays pour voyager au niveau touristique, personne n'irait aux États-Unis. Le nombre de personnes tuées aux États-Unis à cause de la criminalité dépasse le nombre de la plupart des personnes tuées dans les pays en guerre en ce moment. Autant vous dire que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus mortels au monde. Et ça ne vous empêche pas de partir en vacances à Miami ou à New York ou à Chicago. Pourquoi? Parce qu'on ne montre pas que la criminalité aux États-Unis. L'image est équilibrée. Il y a également le côté glamour, le côté puissance, le côté technologie, le côté économie, etc. Il y a plein d'aspects attirants qui sont montrés de façon à ce qu'on ne soit pas focalisé sur les aspects négatifs. Tandis que, concernant Haïti, on ne nous montre jamais dans les médias occidentaux aucun aspect positif. Nécessairement, dans notre inconscient, nous n'aurons jamais envie d'aller passer des vacances là-bas. Donc cette guerre médiatique est un sabotage prémédité pour empêcher Haïti de se développer économiquement grâce au tourisme. Il faut que vous compreniez tous qu'il est important pour l'Occident d'anéantir la seule nation qui a pris sa liberté par la force. Parce qu'en l'anéantissant, eh bien, on empêche les autres nations noires de suivre cet exemple. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu la phrase suivante autour de vous? Ah, si c'est pour prendre notre indépendance et devenir comme Haïti, c'est pas la peine. Très souvent, lorsqu'on parle d'indépendance, dans les colonies françaises notamment, on va toujours se référer à Haïti qui semble, selon la perspective occidentale, ne pas avoir réussi à se développer après avoir arraché son indépendance par la force. Du coup, la mentalité qui s'est développée dans les colonies françaises actuelles, c'est celle de passer par la négociation avec l'oppresseur. Beaucoup d'entre vous n'ont pas idée que la France n'aurait pas sa position de puissance mondiale actuelle si elle perdait ses colonies. Ne serait-ce que si elle perdait la Guyane. Parce qu'avec toutes les ressources naturelles, or, pétrole, diamants, bois précieux, forêt amazonienne qui fait baisser la taxe carbone de façon drastique, la richesse des fonds marins, l'étendue du territoire, la Guyane représente une localisation géographique idéale pour lancer des fusées dans l'espace. Et le lancement de ces fusées qui est détenu et dirigé par la France rapporte des centaines de milliards
à la France. Donc simplement en renonçant à la Guyane, le prestige politique et la puissance économique de la France dégringolent dans le classement mondial. Je ne parle même pas de toutes les autres colonies françaises qui permettent à l'État français d'être placé partout dans le monde. Dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique, en Amérique du Sud et bien évidemment en Afrique, puisqu'on sait tous qu'avec le franc CFA, c'est la France qui, derrière les pantins politiques de la zone CFA, dirige les colonies africaines surnommées pays indépendants. Donc c'est une nécessité vitale pour la France notamment, mais également pour tous ces complices qui eux aussi ont des intérêts à protéger avec leurs propres colonies. Eh bien c'est une nécessité vitale de maintenir la croyance que Haïti a échoué en prenant son indépendance par la force. Malgré la cabale médiatique menée contre l'île d'Haïti, il semblerait que ce peuple haïtien soit tellement fort qu'il arrive à passer outre, notamment à travers la musique. Par exemple avec le compas. Grâce aux artistes haïtiens de compas qui montrent une image magnifique de l'île d'Haïti, grâce au festival culturel qui attire de plus en plus de monde, au carnaval haïtien qui devient de plus en plus renommé, grâce également à l'Office du tourisme d'Haïti qui invite de plus en plus d'influenceurs à séjourner dans le pays. Ces influenceurs relaient sur les réseaux sociaux de superbes excursions, des spécialités culinaires délicieuses et plein d'autres attraits qui intéressent et qui attirent de plus en plus de personnes à passer outre l'image des médias et à se rendre à Haïti pour des voyages touristiques. Et depuis justement que grâce aux bouche-oreilles et aux réseaux sociaux, l'image d'Haïti commence à être redorée, une succession de catastrophes s'abat sur Haïti de façon de plus en plus rapprochée. Je ne m'y connais pas en météorologie ni en géologie, mais je trouve quand même très étrange que sur une île, ce soit toujours la même partie de l'île qui soit dévastée, à savoir Haïti. Très souvent, Saint-Domingue n'a rien du tout, ou alors des dégâts bien moindres. Et il se trouve que j'ai découvert via certains documentaires qu'il existe désormais des scientifiques qui sont capables de créer des ouragans de force 5. People are going to get really wet. How would you do that? Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble qu'avant 2017, absolument aucun ouragan enregistré sur Terre n'avait atteint la force 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Tout à coup, en 2017, non seulement on a Harvey, le premier ouragan qui atteint la force 5, et seulement 4 semaines plus tard, il y a l'ouragan Irma qui atteint la force 5 également. Donc si j'ai bien compris, avant que les êtres humains ne développent une technologie capable d'entraîner des ouragans de force 5, on ne trouvait pas d'ouragans de force 5 dans la nature. Tout à coup, des laboratoires américains, situés seulement à quelques kilomètres des côtes haïtiennes, créent une technologie pour pouvoir générer des ouragans qui atteignent la force 5 et hop, dans la nature apparaissent comme ça, coup sur coup, 2 ouragans de force 5. Est-ce que ces ouragans étaient réellement naturels ou est-ce que c'était des essais qui ont dégénéré ou est-ce que c'était carrément des attaques ciblées? Pour l'instant, impossible de le savoir. En tout cas, on m'a appris que la foudre ne s'abat jamais 2 fois au même endroit. Peut-être que cet adage est faux et que finalement, 2 ouragans de force 5 peuvent apparaître pratiquement dans la même zone à quelques semaines d'écart seulement. Peu importe les théories, à chaque fois que Haïti commence à se redresser, trouve une porte de sortie pour pouvoir développer une économie, tourisme ou autre, eh bien l'île se retrouve ravagée par une catastrophe climatique. C'est bien commode.
Non seulement une partie de la population est décimée, paix à leurs âmes et j'envoie un profond respect s'il y a des personnes concernées qui me regardent, mais en plus, des infrastructures en plein essor sont complètement détruites. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les catastrophes climatiques s'abattent sur les régions économiques les plus développées d'Haïti. Ce n'est pas dans une petite campagne, ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas dans des régions isolées, c'est toujours dans des agglomérations très peuplées et en plein essor. Une fois c'est le hasard, deux fois c'est une coïncidence. À partir du troisième événement qui a lieu exactement de la même façon au même endroit, j'ai pour habitude de penser qu'il s'agit d'une récurrence provoquée par l'homme. Mais ça n'engage que moi, ce sont des suppositions, c'est une théorie tout à fait personnelle. Que des technologies qui contrôlent le climat se mêlent du sabotage d'Haïti ou pas, il existe bel et bien un acharnement, qu'il soit médiatique ou économique, sur la nation haïtienne. Ces différentes formes de sabotage passent sous silence les richesses haïtiennes. Et parmi ces richesses, il y a les cerveaux haïtiens. Énormément de savants, scientifiques, érudits haïtiens ont eu un immense impact dans l'histoire du monde. Malheureusement, ils sont très peu étudiés, voire même totalement inconnus. Par exemple, Joseph Anténor Firmin, qui fut un éminent anthropologue haïtien du 19e siècle, a été le premier à mettre en évidence que la civilisation de l'Égypte antique était noire et africaine. Il s'est appuyé sur une documentation très riche pour prouver que les Égyptiens de l'Antiquité se représentaient tout le temps avec la peau noire et les cheveux crépus. Donc avant même la naissance de l'excellent professeur Cheikh Anta Diop, un savant haïtien avait déjà prouvé que la grandeur égyptienne était une grandeur africaine, une grandeur noire. Et cette réhabilitation de la véritable histoire de l'Afrique, nous la devons d'abord à un homme haïtien. Sauf que personne ou très peu de personnes le savent. Nous devons tous énormément à Haïti, que ce soit sur le plan scientifique, historique, sur le plan des connaissances. L'histoire de cette nation et certains de ses héros devraient être enseignés dans toutes les écoles de pays africains. Ce n'est qu'une question de temps, nous y parviendrons. En attendant que Joseph Anténor Firmin soit étudié dans nos écoles, je vous invite à consulter son ouvrage le plus marquant, De l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Je termine cet épisode avec la conclusion suivante. Nous avons beaucoup à apprendre du peuple haïtien et sur le peuple haïtien. La force de caractère, la détermination, la résilience, l'irréductibilité, la cohésion et la volonté de s'en sortir quoi qu'il arrive. Et lorsque je vous dis qu'on a beaucoup à apprendre de ce peuple, c'est que où qu'il émigre, il n'oublie jamais ses racines, jamais sa culture et souvent les émigrés renvoient des fonds monétaires vers Haïti. Si toute la diaspora noire du monde entier envoyait des fonds monétaires dans des banques africaines noires sur le continent africain, je vous laisse imaginer la puissance économique qui pourrait être développée assez rapidement. Donc nous avons beaucoup à apprendre du peuple haïtien et sur le peuple haïtien. Nous devons, c'est une obligation par rapport à ce qui a été fait dans le passé par les Haïtiens, c'est un devoir que nous avons de leur accorder notre respect, notre estime et notre admiration. Si vous avez un regard négatif sur le peuple haïtien, c'est principalement à cause de la propagande occidentale pour écraser et détruire ce qui n'a pas pu l'être le 18 novembre 1803 à Vertières. Oui, il existe des individus haïtiens ou haïtiennes qui ne se comportent pas de façon exemplaire, exactement comme n'importe quel ressortissant de n'importe quelle nationalité. Il existe des Français qui se comportent n'importe comment lorsqu'ils sont à l'étranger et qui font honte à la majorité de la population française dont ils ne sont pas représentatifs. Il y a des Guyanais qui font n'importe quoi en Guyane, des Martiniquais qui se comportent de façon inappropriée en Martinique. Et je pourrais faire le tour du monde comme ça. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez ou vous connaissez quelqu'un qui est haïtien ou originaire d'Haïti, ou descendant de personnes originaires d'Haïti, qui ne se comportent pas de la meilleure des manières, qu'il faut enfermer toute la nation haïtienne dans ce genre de comportement. Malheureusement, par rapport à la propagande qui a déjà fait son travail dans votre inconscient, il suffit d'une ou deux ou trois personnes haïtiennes que vous allez rencontrer qui fait n'importe quoi pour que vous puissiez généraliser puisque leur comportement ne va faire que valider
l'idée préconçue qui avait déjà été construite dans votre esprit. Ayez l'intelligence de comprendre qu'un individu ou 3 individus ne sont pas représentatifs de toute une population. Surtout les individus qui agissent à l'extérieur de chez eux et qui n'auraient pas forcément agi de la sorte dans leur propre contexte chez eux. Donc je tiens vraiment à conclure sur le fait que nous, tous, mais particulièrement nous étant noirs, nous devons apprendre à respecter le peuple haïtien. Et maintenant, je m'adresse aux ressortissants haïtiens qui donnent une mauvaise image parfois de leur peuple et de leur pays. Vous avez une responsabilité énorme quant à l'image que vous renvoyez de votre peuple et de votre pays, puisqu'il y a déjà une propagande qui s'acharne contre vous. N'en rajoutez pas, surtout avec les ancêtres héroïques que vous avez dans votre lignée. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Il a été plus long que de coutume, mais Haïti le vaut bien. Je vous souhaite de pouvoir aller découvrir cette île par vous-même le plus rapidement possible. Et quand vous le ferez, partagez les magnifiques images, partagez les magnifiques rencontres, partagez les magnifiques expériences que vous allez vivre là-bas de façon à contrer la propagande négative qui est menée contre Haïti. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, sachez que ce n'est rien comparé au documentaire que je prévois de réaliser sur le continent africain. Seulement, j'ai besoin que vous m'en donniez les moyens. Rien ne vous oblige à mettre des sommes importantes. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Tout est bienvenu. L'intérêt d'une cagnotte, ce n'est pas que les dons soient élevés, mais que la quantité de participants soit élevée. Si chaque personne qui a apprécié cette vidéo met 5 euros, 3 euros, 50 centimes, je vous assure que l'objectif de la cagnotte sera très rapidement atteint. Comme on dit chez moi en Guyane, à graine d'ouri qu'a fait sac d'ouri. Ce qui signifie que chaque minuscule grain de riz compte pour arriver à remplir un sac de riz. Avant de vous quitter, je remercie, vous savez qui? Wachi Création, bien évidemment. Vous avez certainement reconnu pour ceux qui deviennent habitués aux vidéos. Donc merci à elle, elle fait un travail formidable. Merci! Comme d'habitude, ses contacts sont dans la barre d'infos. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain épisode.